Ouais, vous allez même jusqu'à penser qu'en Europe, on pourrait créer jusqu'à 10 millions d'emplois, dont 500 000 en France. Hein. Oui, oui, absolument. Des emplois qu'on appelle maintenant verts, si vous voulez, qui sont des emplois non délocalisables. Alors, il y en a une partie dans le Grenelle de l'environnement, il ne faut pas exagérer. Par exemple, le fait d'isoler les bâtiments et de faire qu'au lieu d'avoir plus de 200 kWh au mètre carré par an dans les bâtiments moyens en France, hein, eh bien, si on n'en avait que 50, évidemment, ce serait beaucoup de création d'emplois pendant des dizaines d'années, c'est pas du jour au lendemain, et c'est forcément une stratégie qu'on peut appeler sans regret, c'est-à-dire que ça va, tout le monde y gagne. L'environnement, bien sûr, le climat, mais aussi les particuliers, et aussi la France. La France, l'an dernier, a importé 50 milliards d'euros de pétrole. Et bien là, évidemment, avec cette isolation du bâtiment, avec le fait qu'on ait plus de transports en commun et moins de bagnoles, etc., etc., quand on diminue l'empreinte écologique, on y gagne socialement, économiquement et écologiquement. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Alors que Mme Aubry disait gagnant-gagnant. Moi, je dis 3 fois gagnant. On reviendra vers vous, Yves Cochet, dans quelques minutes. Jean-Stéphane Devis, je rappelle que vous êtes directeur adjoint des programmes du WWF. Par rapport au cri d'alarme lancé tout à l'heure par Yves Cochet, dans cette lettre un petit peu de ce monsieur, donc, écrite en 2022, selon vous, on est dans le vrai, ou vous partagez également ce scénario catastrophe en ce qui concerne le dérèglement climatique notamment? En ce qui concerne le climat et puis peut-être d'autres grands éléments environnementaux, hein, Yves Cochet a évoqué la question de la biodiversité au passage. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a très peu de temps pour agir. C'est ce que dit le GIEC quand il parle effectivement de la question du changement climatique, en disant on a, pour être optimiste, 7 ans, 10 ans maximum pour infléchir les courbes d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais si je prends le compartiment de la biodiversité, il faut mettre des mots hein, c'est la faune, c'est la flore, c'est des choses dont on tire notre nourriture, des choses qui permettent de dépolluer l'air et l'eau, ce sont des biens essentiels qui servent à l'humanité. Eh bien, on assiste effectivement à une érosion de à peu près, on perd à peu près 1% de la biodiversité mondiale par an. Multiplié par 100 ans, on aurait perdu 100%. Non, alors, évidemment, on n'en est pas là. On a juste perdu 30% dans les 30 dernières années. Et là aussi, ce n'est pas uniquement une ONG comme le WWF qui le dit, ce sont les rapports des scientifiques les meilleurs, on va dire, dans l'actualité, qui tirent signal d'alarme et qui disent, et tout autant qu'à la fin de l'année, on aura une grande conférence internationale sur la question du changement climatique, eh bien, en 2010, on aura le même genre d'événement mondial sur la biodiversité, tellement ce secteur est en danger également. Nous sommes effectivement quelque part dans un contexte où les voyants sont au rouge, parfois au rouge vif, et donc pour reprendre l'intitulé de notre débat des règlements climatiques, peut-on encore agir? Je veux dire, ici on peut agir, mais dans certaines régions, il est certainement déjà trop tard pour agir de telle manière à sauver l'essentiel. On a ici, bien sûr... Dans quelle région, par exemple, concrètement? Alors, voilà, on a en tête, bien entendu, quelques atolls et archipels au fin fond de l'océan Indien, les Maldives, Tuvalu ou je ne sais quoi, tout simplement parce que le niveau de la mer globale, de l'océan global augmente, et ce sont des territoires dont il va falloir partir pour les s'installer, pour les habitants, ils vont s'installer quelque part, et aujourd'hui ils ne savent pas trop où. On pourrait dire également, c'est une partie des territoires du Grand Nord, où évidemment il y a peu de gens qui vivent aujourd'hui, mais qui voient un bouleversement total du milieu à la fois naturel et du milieu de l'environnement dans lequel ils vivent. Ça pourrait être le cas également, là aussi Yves Cochet l'a évoqué, des zones très très basses en altitude que sont un certain nombre de zones côtières et estuariennes, bien sûr les zones de polder. Et pour évoquer juste un exemple, eh bien, les Pays-Bas et l'Allemagne viennent de procéder à, on pourrait dire, l'évacuation de polders agricoles sur des surfaces limitées, encore heureusement aujourd'hui, mais parce que ça coûte beaucoup trop cher de les défendre contre les assauts de la mer. Dans un certain nombre de régions du monde, il est certainement trop tard pour agir. On pourrait dire aussi, et l'actualité encore ces jours-ci le démontre, pour les 12 000 personnes qui viennent d'Afrique et qui meurent chaque année en essayant de traverser Gibraltar, ou en se rendant aux Açores, ou en essayant de se rendre en pirogue vers l'Europe, il est déjà trop tard, bien entendu. Une partie de ces réfugiés sont des réfugiés économiques, sont aussi des réfugiés climatiques. Et c'est cette interconnexion des grandes difficultés qui vont se retrouver, qui vont être stimulées, aggravées par un changement climatique qui, lui, va impacter la capacité à se nourrir correctement, à se soigner correctement, à disposer d'une énergie peut-être de bonne qualité, parce qu'il en faut aussi pour vivre, et qui risque de rendre effectivement une partie de ces régions invivables. Oui, dans un communiqué que vous avez publié WWF en
le 20 mars, vous parliez de la savane africaine désertée par les éléphants, la banquise sans ours polaire, vous parliez de 90% de la barrière de corail australienne qui pourrait avoir disparu en 2050. Même chose pour les tigres, les tortues. Sur ces exemples-là, qui sont un peu des emblèmes, hein, ce sont pour nous des porte-étendards. Quand on voit un tigre, un ours polaire, derrière lui, il y a des milliers d'espèces, et toutes ces espèces-là dépendent du même milieu. Évidemment, l'ours polaire, en partie de la banquise, ou bien les coraux, bien entendu, d'un équilibre ténu entre les conditions de température de l'eau, de la pollution, bien entendu, la qualité de l'eau, ce qui fait que vous prenez ensemble ces différentes incidences des activités humaines, vous les croisez avec le changement climatique, et bien entendu, il reste peu de place pour la nature. Mais derrière la nature, il y a par exemple, sur la pêche, sur les récifs coralliens, l'économie halieutique. Des milliers d'emplois, bien entendu, je veux dire des centaines de milliers d'emplois dans le monde, mais également les millions de personnes dont l'apport protéinique est lié à la pêche. Vous dégagez les récifs coralliens, ce sont les nurseries d'une partie des poissons qui font l'alimentation de ces personnes qui disparaissent. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger? L'avenir le dira. Donc concrètement, vous le dites sur un certain nombre de points sur le globe, c'est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les endroits où il y a encore matière et moyen d'agir? Nous disons, les warnings sont de plus en plus au rouge. Pour certains points dans le globe, c'est certes trop tard. Pour l'essentiel du globe, il est temps encore d'agir. Ça passe bien entendu par une panoplie de solutions, et sans les hiérarchiser, on va dire qu'il faut effectivement agir, bien sûr, sur les secteurs socio-économiques les plus intensifs en carbone et les plus contributeurs là, aux émissions de gaz à effet de serre, que sont le transport, le bâtiment, qui est également la question de l'agriculture, mais également la déforestation. Et là, on quitte le continent pour aller notamment en Afrique, en Amazonie ou en Asie du Sud-Est. Ce sont des secteurs essentiels sur lesquels il faut agir avec deux leviers différents. Diminuer les impacts et les incidences de ces activités, ici, admettons en Europe, parce qu'on a la capacité de passer à un autre type de croissance effectivement économique, beaucoup plus respectueuse du confort de vie des citoyens, on va dire, et de l'environnement, mais également aider les pays en développement qui n'ont pas grand-chose et qui parfois ont encore moins que grand-chose, à se doter du minimum vital indispensable et, pour une partie, d'une énergie qui ne sera pas carbonée sans pour autant déforester. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des négociations climatiques de cette année, dont une session vient de commencer là aujourd'hui à Bonn, et dont ces négociations se poursuivront bien entendu en fin d'année à Copenhague, nous pensons qu'un des grands leviers sur lesquels l'Union européenne en particulier et le président Sarkozy doivent agir le plus vite possible, c'est celui d'un transfert massif d'aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit technologique, à voir, mais un transfert massif d'aide, de mise à disposition des moyens technologiques et socio-économiques des pays pauvres pour qu'ils fassent front par rapport à la catastrophe qui les attend. Oui, il y a l'Europe qui à un moment avait projeté, je crois, de débloquer un certain nombre de millions d'euros pour aider les pays les plus pauvres. On n'en a plus entendu parler, hein, je crois. La crise est passée par là. Elle rend évidemment difficile l'équation budgétaire pour les pays et pour le continent, ça je le comprends parfaitement. Maintenant, l'équation qui est derrière, elle sera peut-être encore plus difficile à réaliser. Et on est dans une situation de confluence de grandes crises, que ce soit effectivement la crise financière et la crise économique dans laquelle on vit, avec ces crises environnementales qui sont liées au climat, certes, mais également à l'énergie, aux matières premières, à celle de la biodiversité. C'est au centre de cette confluence-là que l'on va se situer de plus en plus, qui nécessite bien entendu de mettre en place des solutions globales, à la fois, donc de gouvernance mondiale peut-être, de transferts financiers massifs, mais également de gouvernance ici même pour que les décisions qui soient prises soient les meilleures et aillent dans ce sens-là. Et peut-être, si on considère qu'effectivement décarboner notre économie constitue de toute façon une obligation, ne serait-ce que pour des raisons de ressources, pour des raisons de coûts et pour des raisons d'environnement, eh bien encore faut-il qu'il y ait une vraie stratégie derrière ça. En ce qui me concerne, moi je l'attends toujours. Je reconnais bien entendu la qualité du travail que fait l'ADEME, et c'est le seul outil quasiment dont dispose l'État aujourd'hui pour aller dans ce sens, mais je suis en droit d'attendre en tant qu'ONG, si vous voulez, de la part du gouvernement, qu'il mette en œuvre du Grenelle de l'environnement peut-être beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement qu'il ne le fait aujourd'hui. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, je crois que Yves Cochet est bien placé pour le savoir, c'est parfois des volontés d'apporter des coups de rabot de la part on va dire, d'une tendance majoritaire, sans parler de clivage politique, une tendance majoritaire à l'Assemblée. Oui, par rapport à cette urgence, le geste que vous avez lancé il y a quelques jours de vouloir éteindre pendant une heure justement à la fois les principaux monuments, mais demander partout dans le monde justement d'éteindre ces lumières pendant une heure,
c'est symbolique, ça sert vraiment à quelque chose, vous pensez? Pour nous, c'est éminemment symbolique. Vous imaginez, il faut réussir, il faut le visualiser cette affaire-là, vraiment en s'imaginant la Terre devant soi, avec l'extinction des feux qui commence dans l'archipel Chatham, qui est à l'ouest de la Nouvelle-Zélande, à l'est de la Nouvelle-Zélande, pardon, où on coupe les groupes électrogènes parce que la seule lumière qui vient, elle vient du fioul. Et puis ça traduit effectivement. Une demi-heure plus tard, c'est l'opéra de Sydney qui éteint ses lumières. Et puis Singapour, et puis 100 universités différentes en Chine. Et puis cette vague de monuments emblématiques, jusqu'en passant bien sûr par la Tour Eiffel, par les grandes pyramides, par les chutes Niagara, qui éteignent leur lumière en disant, nous envoyons un signal, un appel de phare aux dirigeants du monde qui vont se réunir, bien sûr dans le cadre du G20, mais également dans ces fameuses négociations climatiques, en disant... Nous vous demandons d'agir. 90 pays ont rejoint cette initiative de couper les lumières pendant 1 heure au minimum sur les monuments emblématiques. Pendant ce temps-là, une partie, dans certains pays, il y avait des concerts organisés dans la rue à la flamme parfois de bougies. Alors certains ont dit, ben voilà, on coupe la lumière, ça se traduit par les émissions de gaz à effet de serre. Oui, bien sûr, mais le symbole est extrêmement puissant. C'est à peu près 1 milliard d'habitants qui ont été concernés par cette mesure-là.